Adolf Hitler. Cet homme est l'architecte de l'un des plus grands désastres de l'histoire. Le dirigeant le plus photographié du début du XXe siècle. Il passait des heures devant le miroir pour s'entraîner à prendre la pose. Chaque photo était une performance. Il a été immortalisé dès son enfance, durant la guerre éclair. Il veut être en première ligne, il partage l'excitation générale, il veut sentir la poudre. Et jusque dans son bunker. Des images qui révèlent les secrets de la vie intime d'Hitler et de ses collaborateurs. Hitler débarque et dit à son peuple « Vous êtes important, j'ai un plan, je sais ce qui s'est mal passé et je peux tout réparer. » Au travers de clichés rares et numérisés récemment, voici l'histoire d'Adolf Hitler de l'ascension à la chute, image par image, photo par photo. Hitler s'est façonné une image de célébrité politique, ce qui n'avait jamais existé auparavant. Jouer avec les médias, travailler son image publique. Le parallèle avec les tactiques des stars du cinéma et de la musique aujourd'hui est assez clair. « 2 août 1914, Odensplatz, Munich. Un photographe regarde la place. Pour la une de son journal, il cherche le cliché parfait de cette foule célébrant le début de la Première Guerre mondiale. Son nom est Heinrich Hoffmann. C'était un portraitiste et il était très réputé. Il prenait des photos d'artistes et de personnalités importantes à Munich. Hoffmann saisit un instantané de la place. Le cliché deviendra l'un des plus célèbres du XXe siècle. Dans la foule, l'objectif s'est arrêté sur un jeune Autrichien, un peintre inconnu d'Hoffmann. Mal fagoté, les dents ternies, le jeune homme de 25 ans mène une piètre existence et loue un appartement d'une seule pièce. Ça ne va pas très fort pour Hitler en 1914. Il est venu à Munich où il mène une vie misérable en essayant de vendre une toile par-ci par-là. Alors quand soudain la guerre éclate, il voit l'occasion de jouer un rôle important. Sur le cliché, la ville semble unie face à la perspective de la guerre. Mais les apparences peuvent être trompeuses. C'est la caméra des actualités qui saisit la réalité de cette journée. On voit d'abord un tramway qui avance sans devoir freiner. Une foule très calme. Et quand l'orchestre se met à jouer et que les gens comprennent qu'ils sont filmés, ils s'efforcent de donner l'impression qu'ils sont enthousiastes, qu'ils jubilent. C'est à cet instant précis que Heinrich Hoffmann a pris sa photographie en zoomant sur une petite partie de la foule. Il donne ainsi à voir une image déformée des habitants de Munich et par extension de toute l'Allemagne qui semble soutenir la Première Guerre mondiale. Hoffmann, que l'on voit ici dans les années 1930, sera par la suite accusé d'avoir retouché la photographie. Il aurait déplacé Hitler vers l'avant de la foule pour lui donner de l'importance. Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'un début. Adolf Hitler va devenir l'un des hommes les plus photographiés du siècle. Hitler est né en 1889. Les photographies de son enfance sont rares. L'une des plus frappantes date de son passage sur les bancs de l'école primaire de Linz, en Autriche. Hitler évoquera plus tard son aversion pour l'apprentissage en général, à l'exception de l'art. Parlant de lui, un professeur dira qu'il était paresseux, irascible, obstiné, arrogant, revêche et manquant d'autodiscipline. C'est un avant-goût de la personnalité d'Hitler. Regardez-moi cette tête.
Il a vraiment une mine patibulaire. Comme toutes les photos d'école, il y a celui qui a l'air d'un voyou, il y a le beau gosse. Tous les clichés sont là. Et Hitler, lui, est le cliché du petit gars antipathique, qui n'a pas un seul copain. J'ai du mal à voir un autre écolier sur cette photo qui dégage le même sentiment d'isolement. Le jeune Adolf semble vraiment être un petit garçon sans amis. Alois, le père d'Hitler, est fonctionnaire des douanes. Sa femme, Clara, qui est aussi sa cousine au second degré, continuera après leur mariage à l'appeler « mon oncle ». Son père était très dominateur, mais Hitler avait une relation étroite avec sa mère, une relation d'amour. Et cet amour était réciproque. Adolf gardera sur lui la photo de sa mère jusqu'à sa mort. À l'âge de 18 ans, Hitler n'a plus aucun de ses deux parents. Il doit se débrouiller seul et se lance dans une carrière de peintre, d'abord à Vienne, puis à Munich. Hitler aspire à être un artiste. Il nourrit le désir de ne pas être un intellectuel, mais un créateur, quelqu'un qui pense en termes visuels. Or, malgré ses grandes ambitions, Hitler se révèle être un peintre tout à fait médiocre. Il s'agit de lieux, de décors et de paysages pittoresques un peu désuets. Ces peintures rappellent le style allemand du début du 19e siècle qu'Hitler admirait beaucoup, le Biedermeier, qui était une version un peu moins raffinée du romantisme. Les romantiques peignaient des paysages impressionnants, spirituels, saisissants, tandis que les Biedermeier peignaient des scènes plus domestiques, des gens qui pique-niquaient, la nature. Il a échoué à entrer dans une académie d'art, ce qui lui a laissé un sentiment d'injustice. Mais c'est parce qu'il se voyait comme un génie créatif contrarié qu'il en est venu plus tard à envisager la politique comme un processus créatif. À 25 ans, à la veille de la Grande Guerre, Hitler gagne mal sa vie et il n'a aucune perspective d'avenir. L'occasion de se battre pour l'Allemagne va transformer sa vie. Il s'engage dans l'armée bavaroise. En tant qu'estafette, il doit transporter les messages du front au QG du régiment. Curieusement, sur la plupart des photographies qui nous sont parvenues d'Hitler pendant la Grande Guerre, il semble être en marge. Il se tient sur le côté. On voit qu'il souhaite s'intégrer à ce groupe, mais qu'au fond, il n'en fait pas tout à fait partie. Il ne semble pas particulièrement intéressé par le côté grivois et macho de la vie militaire. Il semble presque asexué, un peu différent et solitaire. C'est quelqu'un qui a du mal à nouer des relations avec les autres. En réalité, il n'a jamais été promu une seule fois durant la Première Guerre mondiale. Il n'a jamais obtenu le grade qui lui aurait permis de commander un autre soldat. 25 ans plus tard, en juin 1940, peu après la conquête de la France par la Wehrmacht, Hitler retrouve ses anciens camarades à l'endroit même où la première photo avait été prise. Le figurant anonyme tient désormais le premier rôle. On constate aussi symboliquement que toutes ces photographies ont été composées, voire chorégraphiées. Hitler est passé du statut de marginal à celui de personnage central. L'homme qui, selon la propagande nazie, a sorti l'Allemagne de la misère à lui tout seul. Après 4 longues années de combat, la Première Guerre mondiale se termine par la victoire triomphale des Alliés. Hitler n'est pas le seul en novembre 1918 à se demander ce qui vient de se passer. Comment cela a-t-il pu arriver? Nous étions en train de gagner la guerre. Il y a eu l'offensive du printemps en mars 1918. Les Allemands gagnaient plus de terrain qu'au cours des 3 dernières années de la guerre. Et soudain, la défaite. En novembre, l'effort de guerre allemand s'effondre. Le pays sombre dans la confusion et la consternation. Soudain, les deux camps ont cessé de se battre, à peu près là où ils étaient 4 ans auparavant. C'est pour ça que ça ne ressemble pas à une défaite normale. Le 26 février 1919, 3 mois après l'armistice,
le photographe Heinrich Hoffmann retourne dans les rues de Munich pour immortaliser la procession funéraire d'un homme politique, Kurt Eisner, assassiné dans le chaos de l'après-guerre. Une fois de plus, Adolf Hitler se retrouve dans le viseur d'Hoffmann. Une fois de plus, il apparaît aux côtés d'un groupe de soldats venus pour rendre hommage à un homme qui personnifie tout ce qu'il allait mépriser par la suite. Kurt Eisner est juif et socialiste. La présence d'Hitler est surprenante mais révélatrice. Hitler fait partie des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'Allemands à la dérive. Des gens qui essaient de s'accrocher à différentes idéologies. Hitler semble être passé d'un mouvement politique à un autre, pour peu qu'il prône le nationalisme. Au milieu de l'année 1919, Hitler va enfin choisir son camp, et ses opinions politiques vont fermement s'ancrer à droite. Au sein de l'armée, il rejoint une unité de propagande dont le but est d'éradiquer toute sympathie communiste parmi les soldats. Au cours de sessions de motivation, les soldats étaient endoctrinés par des orateurs et des professeurs. On leur bourrait le crâne de valeurs patriotiques pour tenter de sauver l'honneur allemand. Passé sous l'aile d'un officier de cette unité nommé Karl Mayer, Hitler va s'épanouir. Mayer parle à ses protégés comme un professeur ou un père. C'est vraiment lui qui semble avoir fait d'Hitler un redoutable orateur. Comme par miracle, en quelques semaines ou en quelques mois, Hitler, qui n'était qu'un solitaire malhabile, devient un grand maître orateur. C'est là que ces discours commencent à se montrer vraiment efficaces pour promouvoir à la fois l'espoir, mais surtout la haine de la gauche, des communistes et de tous ceux qui menacent la grandeur de l'Allemagne. Il déclame de grands discours inspirants comme les conférenciers motivateurs modernes. Un futur chef est en train de naître. Mais il lui manque un parti politique. 12 septembre 1919, Hitler est envoyé à Munich par Karl Mayer pour espionner un petit groupe d'extrême droite connu sous le nom de Parti ouvrier allemand. Il est censé les surveiller et faire un rapport sur les éventuels problèmes qu'ils pourraient poser. Mais en écoutant leur discours, Hitler a une révélation. Et il se dit « Tiens, mais je comprends ce qu'ils disent, ça me parle ». Hitler a trouvé sa chapelle politique. Bientôt, il va passer de l'ombre à la lumière. Au cours des 2 décennies suivantes, il va, avec l'aide de Heinrich Hoffmann, façonner son image, celle du Führer, une figure exaltante et terrifiante. En 1921, le DAP, le parti ouvrier allemand que surveillait Hitler, change de nom et devient le Parti national socialiste des travailleurs allemands, le NSDAP, le parti nazi. Hitler est le membre numéro 555 du NSDAP, mais c'est une tromperie, car la numérotation commence à 501 pour masquer la taille minuscule du parti. Heinrich Hoffmann, devenu lui aussi un nazi à part entière, commence à immortaliser les premiers membres. C'est une excellente photo, car elle nous montre la composition initiale du NSDAP, le premier parti nazi. Et il suffit de regarder les vêtements que portent ces hommes, ornés d'une version primitive des brassards à croix gammée. L'image qu'ils projettent est encore assez brute. Tous portent des tenues très différentes. Celui-ci, par exemple, est très bien habillé, avec son col cassé. Un autre porte le même col, ce qui suggère que tous deux viennent d'un milieu bien plus sophistiqué que celui-là, par exemple.
Cette photo donne une bonne idée de la popularité initiale de ce tout petit parti. Beaucoup de ces hommes ont connu la guerre et l'horreur des tranchées. Ils sont revenus de la Première Guerre mondiale en se disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons été trahis et nous avons perdu beaucoup d'amis. On va prendre les choses en main. » En août 1921, Hitler devient le leader du parti nazi, le Führer. L'atmosphère politique est très tendue dans le Munich d'après-guerre. Il y a des extrémistes des deux côtés. Il y a de la violence dans l'air. Et c'est le climat dans lequel Hitler fait ses premiers pas en tant que politicien. À cette époque, Hitler s'emploie déjà à contrôler au mieux l'utilisation de sa propre image, ce qui montre qu'il a déjà une conscience aiguë de l'importance de son visage public. À tel point qu'il a l'habitude d'envoyer les SA, ses chemises brunes, à la poursuite de tout photographe qu'il a pris en photo. Les gros bras saisissent l'appareil photo et le détruisent pour empêcher la publication du cliché. Hitler cherche à créer une aura mystique autour de sa personne. La stratégie d'Hitler porte ses fruits. Le leader nazi est si insaisissable qu'un hebdomadaire satirique, Simplicissimus, fait mine de chercher à deviner son apparence. Mais tout change lorsqu'Hitler comprend, fin 1922 et début 1923, que pour devenir le leader d'un mouvement politique, il faut que le public connaisse son visage. Hitler se tourne vers Heinrich Hoffmann pour être immortalisé. Un épisode qui va changer la vie des deux hommes. Leur relation va devenir l'une des plus importantes du Troisième Reich, car elle va contribuer à alimenter la propagande et à créer l'image publique d'Hitler. Presque tout ce que l'Allemand moyen a vu du Troisième Reich et d'Hitler est passé par la lentille d'Heinrich Hoffmann. Le travail de ce photographe a été crucial pour façonner l'image du parti. En tant que photographe, j'estime qu'il fait partie des pionniers du photojournalisme, comme Cartier-Bresson et Capa. Certains de ces clichés de l'époque sont remarquables. Bien sûr, sa dimension politique nauséabonde, l'impact déplorable qu'a eu son œuvre et le régime qu'elle a servi ont, à juste titre, éclipsé son talent. Mais Hoffmann n'en reste pas moins un photographe exceptionnel. Hitler et Hoffmann vont travailler ensemble pendant des années. Le photographe est une figure clé du cercle rapproché du Führer. Pourtant, les deux hommes n'avaient rien pour s'entendre. Hoffmann est l'opposé total d'Hitler. Il est très drôle, il aime parler, il boit beaucoup et il fume. Mais tous deux ont été soldats pendant la Première Guerre mondiale et ils ont vécu les mêmes expériences. De plus, ils se considèrent tous deux comme des artistes. En 1923, Hitler demande à Hoffmann de prendre une série de photos. Destinées à être distribuées gratuitement sous forme de cartes postales, elles vont contribuer à forger sa célébrité. Il s'agit d'un portrait très formel. Il pose en studio directement devant l'objectif. Heinrich Hoffmann a écrit à l'époque où il photographiait Hitler que ce dernier n'avait que 3 poses. Une main sur une hanche, les mains sur les 2 hanches et les bras croisés. Ce qui me frappe souvent quand j'observe de vraies photos d'Hitler, c'est qu'il ne ressemble pas à Hitler. Je suis tellement habitué aux comédiens qui l'ont interprété au cinéma, Charlie Chaplin ou Robert Carlyle, toujours des types minces et maigres. C'est fascinant de se dire, voilà à quoi ressemble vraiment cet homme. Il semble respirer une sorte de confiance tranquille sur cette photo. Il n'a pas grand-chose du monstre effrayant que le monde découvrira par la suite. Regard sévère, pose autoritaire. C'est cette image qu'Hitler souhaite renvoyer au monde et celle qu'il va entretenir jusqu'à la fin de ses jours. Avec cette photo, Hoffmann n'a saisi qu'une partie du caractère d'Hitler. Mais il n'y a rien de mieux que de voir l'homme en action.
Lors des réunions dans les halls de brasserie, Hitler est connu pour sa capacité à parler sans notes pendant 3 heures. Une photo de lui, après une de ses longues diatribes, capture cette énergie et cette agressivité. Il vient de donner un discours. Il porte un manteau blanc, sa raie, normalement si soignée, est en désordre. On comprend facilement ce qui vient de se produire à l'intérieur. Il semble lui-même encore imprégné de sa propre performance. On peut lire dans ses yeux ce sentiment d'accomplissement. Il a rempli sa mission. Dans une certaine mesure, on le voit presque dans les yeux des gardes de la SA qui sont à côté. Sur une autre photo de l'époque, Hitler se rend dans une salle avec un fouet à la main. Au cours de ses premières réunions, il y avait des gens dans le public pour l'insulter. « Crétin, tu dis n'importe quoi !» Ils essayaient parfois de s'en prendre à lui en montant sur le podium. Il s'est aussi fait agresser. Parfois, des admirateurs s'approchaient d'un peu trop près et Hitler leur donnait un coup de fouet. C'était un de ses accessoires fétiches à l'époque. Dans chacun de ses discours, Hitler s'en prend aux Juifs, aux communistes et au gouvernement. Il lui reproche d'avoir signé le traité de Versailles qui punit le pays financièrement, territorialement et militairement. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne est punie délibérément et durement. Avec la signature du traité de Versailles en 1919, le pays est humilié et dénigré aux yeux du monde. Il y a aussi des millions d'Allemands en dehors des frontières, avec une immense diaspora. C'est un pays meurtri, sans oublier les réparations. D'ailleurs, les nazis reviendront sur les modalités de ces réparations en disant « Désolé, mais ça va nous prendre jusqu'en 1988 pour rembourser tout ça. » En raison de l'hyperinflation du début des années 1920, des millions de personnes ont vu leurs économies disparaître. En 1923, un seul dollar américain vaut 4200 milliards de Reichsmark. Les gens se font payer 2 fois par jour, car le taux de change varie entre l'heure du déjeuner et le moment où vous rentrez chez vous le soir. Les gens ordinaires des villes allemandes vivent dans le chaos absolu. Quand le système est défaillant, que l'argent fait défaut et que les gens ne peuvent plus acheter de pain, ils doivent réagir. Et ils cherchent un responsable. Ils veulent réparer la situation. C'est assez facile à comprendre. On réagit à ce qu'on appelle dans le monde de la psychologie une menace réaliste. Mais ce qui est peut-être moins évident à comprendre pour les gens, c'est ce qui a touché l'ego d'un pays qui n'a plus sa place dans le monde. Est-ce que l'Allemagne est encore un pays important, un grand pays? Est-ce que l'allemand est toujours une langue importante? Cette blessure est plus difficile à cerner, mais elle est cruciale. Ces questions qui menacent notre santé mentale se rangent en psychologie dans la catégorie des menaces symboliques. Notre culture s'érode, notre place dans le monde n'est plus la même qu'avant. Et ce n'est pas sans importance, parce que ces questions engendrent des sentiments négatifs envers d'autres groupes de personnes et une hostilité vis-à-vis de boucs émissaires. En janvier 1923, dans la banlieue de Munich, les nazis ont organisé le premier rassemblement du parti. Heinrich Hoffmann est là pour filmer la scène. Le salut hitlérien fera désormais partie du protocole de tout rassemblement nazi. Le salut vient de la Rome antique, par le biais de l'Italie fasciste de Mussolini. Il a été adopté par les nazis comme une sorte de salutation ordinaire entre membres du parti. Hitler penche son poignet lorsqu'il fait le salut en réponse à ceux qui tendent le bras. Il se vantait pourtant, auprès de ses secrétaires, de sa capacité à garder le bras en l'air pendant très longtemps. Il devait y voir une preuve de sa grande virilité. Malgré la démonstration de force du rassemblement de janvier, une photo d'Hoffmann révèle la faiblesse du parti. Hitler doit encore parfaire son image. Sur ces photos, on dirait qu'il ne fait que passer. Il est habillé en civil, vêtu d'un trench coat, avec une canne, un chapeau. Il n'a pas vraiment l'air d'un chef. L'homme photographié dans la neige est encore loin des portes du pouvoir.
On a tendance à réécrire l'histoire et à se dire « La route d'Hitler était toute tracée de 1919 à son arrivée au pouvoir à la chancellerie 14 ans plus tard ». Ce n'est pas du tout aussi évident que ça. Le parti nazi est l'un de ces nombreux petits partis politiques de mécontents qui font un peu de bruit. Hitler n'est qu'un homme en colère parmi d'autres, et ils sont nombreux, qui hurlent sa haine dans les salles enfumées des brasseries. Il ne faut pas penser qu'il allait inéluctablement accéder au pouvoir. Ça n'était pas inévitable, loin de là. Fin 1923. L'Allemagne d'après-guerre, la République de Weimar, est un pays affaibli par une économie moribonde et des extrémismes vivaces. Hitler comprend qu'il doit agir de manière radicale s'il veut qu'un jour, ses rêves de pouvoir deviennent réalité. L'année précédente, en Italie, le parti fasciste de Benito Mussolini a organisé la Marche sur Rome et pris le contrôle du gouvernement. Hitler pense qu'il n'a qu'à en faire de même. Dans son esprit, s'il commence à prendre le pouvoir en Bavière, il pourra lancer sa marche sur Berlin, s'emparer du pouvoir et mettre un terme au chaos politique et économique de la République de Weimar. Il pourra rectifier certaines des choses qui, selon lui, ont mal tourné au cours des 5 années précédentes. L'heure a sonné. Le putsch de la brasserie est lancé. Hitler tente de s'infiltrer dans une réunion publique où il sait que les 3 responsables politiques bavarois sont présents. Mais les 3 hommes refusent de se joindre à sa marche sur Berlin. Le jour suivant, Heinrich Hoffmann saisit les SA en train de prendre position et de bloquer les rues. Mais en réalité, l'action se passe ailleurs. Hitler et un vétéran de la Grande Guerre, le général Ludendorff, conduisent une colonne de 2000 putschistes nazis sur l'Odeonsplatz. L'objectif est de rallier les Munichois à leur cause. C'est un coup d'arrêt pour Hitler. La délégation se heurte au canon de la police d'État bavaroise sur l'Odeonsplatz. 14 nazis et 4 policiers sont tués. Hitler prend la fuite. Par la suite, il mentira sur les raisons de sa dérobade, faisant croire qu'il a porté un enfant en sécurité. Il est arrêté 2 jours plus tard. Hitler a eu de la chance qu'aucune photographie de la scène ne nous soit parvenue. C'est ce qui a permis à ses propagandistes de dépeindre la scène de la manière la plus dramatique et la plus héroïque possible. C'est ainsi que l'Allemagne et le reste du monde ont appris comment Hitler avait risqué sa vie pour sauver l'Allemagne. Le putsch de la brasserie est un désastre. Il n'y a pas d'autre mot. En fait, de nombreuses personnes extérieures au parti nazi sont convaincues que cet échec signe à la fois la fin du parti nazi et celle d'Hitler en tant que figure politique de premier plan. En mars 1924, Hitler, le général Ludendorff et les autres rebelles sont jugés pour haute trahison. Photojournaliste de profession, Hoffmann introduit clandestinement un appareil dans la salle d'audience. Il pointe son objectif à travers la boutonnière de son manteau et saisit cette photo volée. Le procès aurait dû être la fin de la carrière d'Hitler. À l'époque, le New York Times écrit « La fin d'Hitler est arrivée ». Contre toute attente, le procès tourne au triomphe pour le chef des nazis. Tandis que les autres accusés minimisent leur rôle dans le putsch, Hitler exagère le sien. Il est ravi d'admettre qu'il a fait ce qu'on lui reproche. Il reconnaît avoir commis un acte de trahison, mais qu'il dit être au nom d'un idéal supérieur, l'Allemagne. Condamné à une peine indulgente de 5 ans seulement, il est envoyé à la prison de Landsberg. Ses 15 minutes de gloire semblent révolues. Mais Hitler a une idée pour tirer parti de la situation. Soudain, il se retrouve en prison. Il entre malgré lui dans une période de contemplation et de réflexion. Il est un peu comme Napoléon. Son cerveau ne s'arrête jamais de ronronner et de turbiner. Pour la propagande nazie, Hoffmann souhaite prendre une photo d'Hitler derrière les barreaux. Bien que les appareils photos soient interdits en prison, un portrait d'Hitler dans sa cellule est diffusé.
Il est étonnamment bien habillé pour une photo de prison, avec la veste bavaroise, la chemise, le col. Mais le plus étrange, c'est que selon Hoffman, l'appareil a été confié clandestinement à un garde. Ce garde est sûrement l'un des plus grands photographes du système pénitentiaire, parce que c'est une excellente photo, surtout pour 1924. Et puis, il y a un trépied. Comment ont-ils fait pour faire entrer un trépied en prison ? La photo est très bonne. L'éclairage repose sur un vieux truc de photographe. Le sujet regarde par la fenêtre qui éclaire son visage. Franchement, si vous aviez demandé à n'importe qui de prendre cette photo, il y aurait eu un défaut. Un barreau juste au-dessus de sa tête ou il aurait eu les yeux fermés. Cette photo est trop parfaite. Elle est très puissante. Je ne pense pas que ce soit un garde qui l'ait prise. On sent la patte d'Hoffman. Il a simplement voulu inventer une jolie histoire pour le public. Le gouverneur de la prison de Landsberg, qui soutenait le putsch, laisse Hitler vivre dans le luxe. Autorisé à recevoir des visiteurs, Hitler reçoit plus de 300 personnes durant son incarcération. Mais plus encore qu'un salon de réception, Landsberg sera, selon les propres mots d'Hitler, son université aux frais de l'État. Il dévore des dizaines d'ouvrages et écrit un manifeste politique odieux accompagné de ses mémoires. L'œuvre est temporairement intitulée « 4 ans et demi de lutte contre le mensonge, la stupidité et la lâcheté ». C'est un éditeur qui lui proposera de l'appeler « Mon combat », Mein Kampf. Il existe un genre littéraire dans l'Allemagne du 19e siècle appelé le roman Bildung. Bildung signifie construction ou devenir. Il s'agit de la version allemande du roman d'apprentissage. Ces histoires sont toujours centrées sur un jeune protagoniste masculin qui débute dans la vie, qui connaît des expériences formatrices et dont le caractère et la vision du monde se forgent à travers ces expériences. Et de longs passages de Mein Kampf s'inspirent directement de ces romans de formation. Il relate l'expérience personnelle d'Hitler, qui en grandissant forme des opinions politiques tirées de son vécu. Je ne dis pas que ça en fait un récit cohérent. En effet, une grande partie de Mein Kampf sont des emprunts et les sources proviennent d'un large éventail. C'était d'ailleurs l'un des autres rôles de ce livre, montrer comment le national-socialisme trouve ses origines dans des traditions existantes et très appréciées des Allemands. C'est une sorte de canon culturel, il cite la Bible ou encore Cicéron, et tout cela lui sert à tirer des conclusions farfelues, insensées et odieuses. Mais Hitler les présente dans son ouvrage comme dérivant d'un canon culturel très familier et acceptable. Les deux principaux objectifs de Mein Kampf étaient clairs. Faire de l'Allemagne une superpuissance mondiale et débarrasser la nation de l'influence juive. L'origine de l'obsession juive d'Hitler est évidente. Quelques semaines avant l'échec du putsch de la brasserie, Hitler a accordé un entretien explosif à un journal catalan. Ils ont discuté du sort qu'il fallait réserver aux Juifs. Hitler a dit aux journalistes que le mieux serait de tous les tuer. Mais il avait retourné le problème dans tous les sens et il en avait conclu que c'était tout simplement impossible. Par conséquent, il fallait se rabattre sur le plan B, à savoir chasser les Juifs hors d'Allemagne. Mais il a quand même rappelé que clairement, la meilleure solution aurait été de tuer tous les Juifs. Et en ce sens, je crois que l'idée de l'Holocauste avait déjà germé dans sa tête dès les années 20. Hitler quitte la prison de Landsberg en décembre 1924, après seulement 5 mois de détention. Hoffman l'attend, appareil photo en main. Pour contourner l'interdiction de photographier Hitler à l'extérieur de la prison, il déniche un endroit ressemblant. Peu de gens remarqueront la supercherie. Hoffman vend la photo aux journaux d'Allemagne et du monde entier. C'est dans la voiture, après la photo, que Hitler révèle à Hoffman qu'il a l'intention de refonder le parti. Il a compris qu'il n'accédera pas au pouvoir par la violence.
Hitler a compris qu'aux yeux des Allemands, un peuple pour qui la légitimité, le respect des valeurs et le civisme sont si importants, il devra être élu légalement. Il devra passer par les urnes. Et cela devient son objectif. Son revirement politique s'accompagne d'un changement d'image. Le Führer doit se réinventer. À sa sortie de Landsberg, Hitler se réinvente. Il va s'efforcer d'atteindre une forme de normalité et de renvoyer une image qui ne risque pas d'effrayer la bourgeoisie. Une identité susceptible de plaire au plus grand nombre. Certes, il aura ses SA, ses gros bras, ses unités paramilitaires, mais il va s'employer à s'en démarquer. Hitler et son image publique vont être séparés de tout cela parce que c'est la seule manière pour lui d'emporter la majorité ou au moins une part importante de l'Allemagne avec lui. La tâche n'est pas simple. Les partis d'extrême droite perdent des adhérents et la République de Weimar offre aux Allemands ce qu'Hitler redoutait, la stabilité. En 1924, les nazis n'ont que 32 sièges sur 472 au Reichstag, le Parlement allemand à Berlin. Hitler a besoin d'une base pour relancer le parti. Heinrich Hoffmann lui offre des chambres dans un ancien studio photographique à Munich. Pour Hitler, le parti doit devenir une organisation politique nationale qui se plie aux lois démocratiques, mais qui ne rechigne pas à utiliser la violence et l'intimidation contre ses opposants. Au cours des années suivantes, Hitler va commencer à bâtir son équipe. Ces personnes dont il est convaincu qu'elles peuvent l'aider à atteindre le pouvoir. Parmi elles, il faut citer 3 personnalités de premier plan. D'abord Himmler, un homme qui est en réalité un simple éleveur de poules et qui va se retrouver à la tête de la Schutzstaffel, l'escouade de protection, c'est-à-dire la SS, qui est issue de la SA. Ensuite, un personnage beaucoup plus énigmatique, Rudolf Hess, qui est l'adjoint d'Hitler. Il y a enfin un personnage très sinistre, l'homme qui va finir à la tête de la propagande du Troisième Reich, Joseph Goebbels. Après sa sortie de prison, Hitler est interdit de prise de parole publique pendant 2 ans. Mais les nazis ont trouvé le moyen de toucher leur public. Ils ont créé leur propre journal, le Völkischer Beobachter, l'Observateur du peuple. Le périodique est rempli d'histoires à la gloire des nazis et surtout de photographies d'Hitler. Dans le Völkischer Beobachter, la plupart des photos ont été prises par Heinrich Hoffmann, un homme qui est devenu indispensable à Hitler. Le photographe s'est d'ailleurs constitué une petite fortune en vendant des photos d'Hitler aux partisans nazis et aux journaux de toute l'Allemagne. Comme tous les êtres narcissiques, Hitler est complètement obsédé par son apparence. Dès qu'il achète un costume, un chapeau ou je ne sais quel uniforme, Hoffmann doit le photographier en train de le porter. Comme ça, il peut voir à quoi il ressemble devant l'objectif. Il regardait toujours les photos en premier, et ce n'est qu'après qu'il décidait de porter cette tenue en public. Il sait très bien gérer son image. C'est important pour un homme qui n'a pas un physique facile. Dans sa façon de bouger ou son apparence, il n'a rien du canon à rien. Il doit donc tout faire pour soigner son image, pour la travailler et pour trouver le ton juste. Bien qu'Hitler ait demandé leur destruction, de nombreuses photographies rejetées sont restées dans les archives d'Hoffmann, cachées pendant des décennies. En août 1927, quand l'interdiction de parler en public est enfin levée, Hitler se rend au studio d'Hoffmann pour une séance photo inhabituelle. Il souhaite améliorer sa prestance sur scène. Il demande à Hoffmann de prendre une série de clichés afin de déterminer quelles poses sont les plus efficaces. Pendant qu'Hoffmann mitraille, un gramophone diffuse des enregistrements des discours d'Hitler. Il apprend à se présenter devant une grande foule. Il s'entraîne.
Il a eu la bonne idée de se faire photographier pour garder une trace, mais il utilise aussi des miroirs pour se regarder de côté. Il cherche à projeter une image puissante et mystique. Il va s'adresser à des milliers de personnes. Il n'a pas le droit à l'erreur. Sur ces photos, les différents mouvements et les différents gestes s'appuient essentiellement sur les mains. On ne peut pas l'entendre, mais on ressent la puissance de sa voix. Il cherche à voir comment la personne au dernier rang le percevra. C'est une période terrifiante, et ces clichés ne détonnent pas. Peu après cette séance particulière, Hitler tient un rassemblement nazi à Nuremberg, toujours attentif à la présence des caméras. Autorisé à s'exprimer en public, Hitler va mettre à l'épreuve la gestuelle perfectionnée dans le studio d'Hoffmann. Ces grands rassemblements sont trompeurs. Peu d'Allemands s'intéressent à ce nouveau parti. Les nazis ont du mal à recruter de nouveaux membres et même à financer les rassemblements. Les critiques de la République de Weimar tombent à plat. La monnaie est désormais stabilisée et l'économie relancée. Mais le mois d'octobre 1929 marque un tournant majeur dans la vie politique d'Hitler, ainsi que dans sa vie personnelle. En septembre, Heinrich Hoffmann a ouvert un nouveau studio à Munich. Il a embauché de nouveaux employés. Parmi eux, une jeune fille nommée Eva Braun. La nouvelle assistante est prise en photo posant dans son bureau. Quand Eva Braun a commencé à travailler dans le studio d'Hoffmann, elle a l'âge de sa fille, Henriette. Elle est devenue amie avec Henriette et son frère, Heinrich Jr. C'étaient des enfants, des adolescents, qui s'amusaient et jouaient ensemble. On raconte que lors de leur première rencontre, Eva ne savait pas qui était Adolf Hitler. Ilse Braun, la sœur d'Eva Braun, a déclaré qu'un jour, en octobre 1929, Hoffmann avait, dans son studio, présenté Eva à un certain monsieur Wolf. Tous trois ont pris un repas dans le studio. Monsieur Wolf l'a invitée chez lui après, mais elle a refusé. Apparemment, Hoffmann lui aurait alors demandé si elle reconnaissait cet homme. Et elle aurait répondu non. Hoffmann aurait alors dit « Mais vous ne savez pas que c'est Hitler, notre Adolphe ?» Notre Adolphe a 40 ans. Eva, elle, a 17 ans. Elle va pourtant devenir une personne centrale dans sa vie. 16 ans plus tard, devenus mari et femme, ils trouveront la mort dans le bunker de Berlin. En octobre 1929, peu après la rencontre entre Hitler et Eva, une tempête économique frappe l'Allemagne. De l'autre côté de l'Atlantique, la bourse de New York s'est soudainement effondrée. La crise a beau être mondiale, l'Allemagne, dont le redressement économique est alimenté par des emprunts internationaux, est plus durement touchée. Des millions de personnes sont au chômage. Le pays est traumatisé et les nazis vont pouvoir en profiter. Quand un système est régulièrement défaillant et que les accidents de parcours se répètent, il y a un risque que le peuple ait le sentiment que plus personne n'est aux commandes. Et cela crée une forme de négativité. Non seulement ça ne va pas, mais en plus, les règles du jeu sont faussées. Les gens sont perdus. Ils ont fait ce qu'on leur demandait, ils n'ont pas commis de crime, ils ont un travail, et pourtant leur vie reste chaotique. Alors ils perdent prise, et psychologiquement, cela les rend plus susceptibles de voter pour quelqu'un qui propose la solution la plus rapide, la plus directe, la plus facile, le remède miracle, la panacée qui va tout arranger et rendre la vie meilleure. Quand un pays perd le contrôle, il court le risque d'être confié à un type de leader en particulier, les autocrates violents. Les nazis plafonnent toujours à moins de 3% des votes. Mais ils ont un atout. Leur leader est une figure politique nationale reconnue et identifiable. Un leader dont l'image a été soigneusement façonnée pendant des années par Heinrich Hoffmann et le parti.
Les Allemands commencent à se dire « Attendez un peu, ce truc-là, la République de Weimar, ça ne marche pas trop. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution ?» Et des solutions, Hitler en propose à l'appel. En 1932, le parti nazi est devenu le premier d'Allemagne et Hitler l'un des hommes les plus photographiés de la planète. Heinrich Hoffmann n'en est qu'à son tour de chauffe. C'est avec l'avènement du Troisième Reich que ces photographies vont créer l'image publique d'Hitler et de la nouvelle Allemagne revitalisée. Une fois au pouvoir, Hitler va déchaîner sur le monde ses abominables idées et leurs terrifiantes conséquences.